Je m'appelle Julien Perron, je travaille dans le développement logiciel produit depuis plus de 20 ans maintenant. Et je suis actuellement team leader de l'équipe valorisation de contenus éditoriaux chez West France. Hello tout le monde. Alors, donc moi c'est Ibrahim, je suis Deep Learning / Backend Engineer. Je me définis comme un computer scientist dans le sens où je m'intéresse à tout ce qui touche le traitement des données, le traitement d'images. Et actuellement, donc, je suis dans l'équipe de West France et je développe tout ce qui est traitement d'images ainsi que les applications d'intelligence artificielle qui sont appliquées au traitement du langage. Alors, avant de rentrer dans le dur, il faut qu'on présente un petit peu d'où on vient. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous connaissez le journal West France, au moins le logo. Il se trouve que ce journal appartient à un groupe qui est beaucoup plus large que simplement le journal West France. C'est important pour la suite parce qu'en fait, ce groupe, déjà, notre cœur de métier, c'est l'information, hein, ça vous en doutez. Donc là, c'est la salle de rédac du siège. Mais dans ce groupe, il y a plein d'acteurs différents autour de la presse, évidemment, mais aussi des magazines. Il y a des pure players, il y a des radios, il y a des sites un peu plus B2B, il y a des enablers vidéo, enablers podcast. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que on a un sacré paquet de contenus différents qu'on va vouloir traiter. Ça, c'est un petit screenshot de notre base de contenu il y a quelques semaines. Donc 45 millions d'articles, 17 millions de pages, 35 millions de photos, pas loin de 100 000 vidéos et 5 000 podcasts. Donc on va attaquer des problématiques qu'on appelle multimodales. Multimodales, c'est-à-dire plusieurs modes, plusieurs modalités. On va traiter aussi bien de l'image que du texte, que de la vidéo, etc. Et avec tous ces contenus, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? Le problème qui nous est posé à nous dans la valorisation des contenus éditoriaux, ça va être par exemple de labelliser ces contenus, donc de leur mettre des étiquettes. Ça va être de les relier entre eux, d'être capable de dire que tel podcast, il a un rapport avec tel article, ou avec telle photo, ou telle vidéo, etc. Ça va être de les classer, de les mettre dans des groupes, dans des bulles, qu'on va elles-mêmes pouvoir labelliser. En fait, finalement, ce qu'on va essayer de faire, nous, avec nos algorithmes et avec nos machines, c'est tout simplement de les comprendre. Donc, on va parler de sémantique. Avant de parler techniquement de sémantique, autant faire de la sémantique déjà sur notre propre titre de presse. On a utilisé le mot IA. On est un peu obligé parce que tout le monde utilise le mot IA. Après, il faut un peu savoir ce que ça signifie, l'intelligence artificielle. C'est déjà un abus de langage un peu en soi. L'intelligence artificielle, c'est un domaine de l'informatique, mais pas que, dont la définition est tout système technique qui vise à reproduire ou imiter le comportement humain. Donc c'est assez large. Ça date à peu près des années 50, cette discipline-là, et ça recouvre des choses assez diverses, même ce qu'on appelait avant l'automatisme, qu'on appelle plutôt maintenant la robotique. C'est une discipline de l'IA. Quand on fait un bras articulé, il a un coude, en général, il a un coude, il a une main. On essaye de reproduire des schémas déjà vus chez l'être humain. Nous, on va s'intéresser aujourd'hui plus à une sous-partie de ce domaine-là, qui est le machine learning. Le machine learning, c'est en fait la capacité à apprendre à partir de données, d'accord ? Donc d'inférer des modèles statistiques à partir de données existantes. Donc on va faire pas mal de statistiques en fait. Et même plus précisément, et en fait c'est là où je voulais en venir, quand on parle d'IA aujourd'hui en 2023, dans 99% des cas, on parle en fait de deep learning aujourd'hui. Okay ? Donc le deep learning, c'est exactement ce que je viens de dire du machine learning, mais avec des technologies qui sont des réseaux de neurones plus ou moins complexes, plutôt plus complexes, avec des multicouches, etc. On verra ça tout à l'heure. Et qui vont en général apprendre sur un très gros volume de données. Okay ? Donc, on dit IA parce que c'est plus rapide, mais en fait, on parle beaucoup plus de deep learning en fait, aujourd'hui. Et puis, dernier point, quitte à être dans la sémantique, j'ai piqué ce petit schéma là, à Luc Julia, que j'imagine vous connaissez, dans une presse qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas », qui remet un peu à sa place le mot-clé « intelligence ». Comme je vous disais, moi je présage pas de ce qu'on fera dans 30 ans en intelligence artificielle, en tout cas ce qu'on fait aujourd'hui.
Bon, c'est pas vraiment de l'intelligence, en fait, c'est de l'intelligence à la tâche, d'accord? Donc là, ce qu'on voit, c'est que finalement, sur les domaines d'application, notre intelligence à nous, l'intelligence humaine, finalement, ça peut être une courbe continue, c'est-à-dire qu'on est relativement bon sur à peu près tous les domaines, d'accord? Sur certains domaines très spécifiques comme conduire une voiture, il y a des intelligences artificielles aujourd'hui qui sont meilleures que la moyenne des êtres humains, d'accord? Mais elle sait faire que ça. Une autre intelligence artificielle qui sait jouer aux échecs ou au Go, elle va être super forte, elle va battre les champions aux échecs et au Go, mais elle va faire que ça. Et c'est pas la même qui fait du Go et qui conduit la voiture, d'accord? Nous, quand on joue aux échecs et qu'on conduit notre voiture, c'est toujours le même cerveau qu'on utilise pour faire ça. Et encore plus fort, nous, on pourra même faire des choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui. D'accord? S'il y a un truc de fou qui se passe demain, on sera immédiatement capable de l'analyser ou d'avoir un avis dessus. L'IA qui fait du Go, qui conduit une bagnole, elle ne saura pas. Il faudra qu'on la crée une IA spécifiquement pour réagir à cette situation. Bon, voilà pour ces précautions d'usage sur le vocabulaire. Donc, le deep learning. Alors, là, je fais la partie pour les nuls, c'est-à-dire pour moi à peu près. À mon niveau, Ibrahima, il rentrera un peu plus dans le détail. Comme ça, j'espère qu'il y en aura pour tout le monde s'il y en a qui connaissent déjà le domaine. Le deep learning, c'est quoi? Je vais prendre un cas très bateau et que tout le monde utilise, mais qui est très pratique, c'est je veux prédire le prix d'un bien immobilier en fonction de sa surface. Comme j'ai dit, c'est des modèles statistiques. Donc en fait, la statistique, ça part avec de la data, d'accord? Donc là, ce que je veux faire, c'est j'ai une entrée qui est la surface et je veux prédire une sortie qui va être son prix, mais je dois démarrer avec de la data. Donc la data, désolé, j'ai un petit glitch pour le coup. La data, c'est mes petits points que je représente ici dans mon schéma. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'inférer un modèle. Ici, j'infère un modèle qui est super basique et très très nul, qui est une fonction affine et une droite. Alors ce modèle, ça peut être une courbe, etc. Mais comment je vais l'inférer, cette droite? Je suis désolé, j'ai un gros glitch sur mon PowerPoint. En gros, ce qu'on voit, voilà. Alors, ça va dans le mauvais sens. En fait, je vais l'inférer en essayant de minimiser la distance de chaque point par rapport à cette droite. D'accord? Et qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Je minimise ce qu'on appelle l'erreur. Ok? Donc là, c'est une droite, évidemment. Dans la vraie vie, ce sera peut-être plutôt une courbe. Par contre, ce ne sera surtout pas une courbe qui relie tous les points. Hein, ça, parce que en fait, je ne vais rien pouvoir inférer avec ça, puisque je ne pourrais pas savoir entre 0 et plus l'infini comment va évoluer ma courbe. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'overfitting. Et donc, c'est ça que fait un réseau de neurones, finalement. Un réseau de neurones, son boulot, c'est de prendre une entrée. Voilà. Une entrée qui va être un vecteur numérique de flottant. C'est important pour la suite. Et cette entrée, il va la manipuler en appliquant des multiplications, en appliquant des poids, finalement, sur ces valeurs. Donc, il va multiplier des vecteurs. Donc, en fait, il va faire du calcul matriciel, relativement simple, hein, finalement. C'est pour ça que les ordis sont super rapides pour faire tout ça. Et il va itérer, à partir des données qu'on lui a données au début, il va itérer, il va essayer des valeurs jusqu'à ce qu'il arrive à un minimum dans l'erreur. Et donc là, il aura un modèle. Donc là, ici, ma droite. Dans la vraie vie, un modèle beaucoup plus compliqué que ça. Donc là, j'avais un paramètre d'entrée et une sortie. Donc nous, dans nos petits cerveaux, on arrive à le modéliser dans une espèce d'espace 2D comme celui-là. Si je rajoute encore un deuxième paramètre en entrée, comme par exemple le quartier, ça rentre en ligne de compte dans l'évaluation d'un prix, on arrive encore à peu près, nous, à modéliser un espèce de truc 3D comme ça qui symbolise mon modèle. Sauf que dans la vraie vie, des paramètres, il y en a beaucoup. Et là, on ne peut plus faire des dessins. D'accord ? Il n'y a pas de représentation graphique pour exprimer le modèle interpolé qui va minimiser l'erreur entre tous ces paramètres. Donc là, notre cerveau, il n'y arrive pas. C'est à ça que va nous servir justement les machines et les réseaux de neurones. Donc ce qu'on a vu, c'est que ça prend en entrée un vecteur de float, donc du numérique. Notre problème à nous dans la sémantique, on va quand même traiter pas mal de textes. Donc je ne peux pas lui donner du texte en entrée comme ça.
Donc il va falloir que j'encode mon texte en valeur numérique. Donc c'est exactement ça qu'on appelle le word embedding ou le sentence embedding selon le nombre de mots qu'on embarque dans notre encodage. Mais c'est le même concept. Et ce truc-là, je ne vais pas le faire n'importe comment. Je ne vais pas juste encoder, je sais pas, le numéro des lettres dans l'alphabet ou machin. J'aurai bien des chiffres, mais ils ne voudront rien dire sémantiquement. La propriété super importante que je veux conserver quand je fais cette manip-là, c'est de garder les propriétés sémantiques du texte, puisqu'après, dans mon réseau de neurones, on va vouloir traiter de la sémantique. Par exemple de propriété, le mot chat et le mot chien, ils vont être relativement proches entre eux normalement, si mon truc est bien fait. Ainsi que le mot garage et le mot voiture, ils vont être relativement proches entre eux. Et puis ces deux ensembles-là, ils vont être relativement éloignés, parce qu'ils n'ont pas forcément grand-chose à voir les uns avec les autres. Deuxième propriété un petit peu plus sioux que je vais vouloir conserver, c'est la relation entre deux mots. Pour le dire en français, ici, le chaton est au chat ce que le chiot est au chien. Et bien ça, numériquement, il faut que j'arrive à le conserver. Ça veut dire qu'en fait, mes deux vecteurs-là, ils sont égaux, ou au moins à peu près équivalents. Ils se ressemblent. Et du coup, avec ça, in fine, je vais pouvoir sortir des vecteurs qui ressemblent à ça, qui vont avoir des dimensions variables, en général assez grandes. Il y aura beaucoup de chiffres, qui nous veulent plus dire grand-chose pour nous, mais qui vont être interprétables par mon réseau de neurones. Donc là, maintenant, on va vraiment rentrer dans le dur de dur. Avec Ibrahima, je lui laisse la main. Ça va être assez simple. Alors, comme l'a dit Julien, ce qu'on fait, en fait, on utilise des modèles d'IA qu'on va essayer d'appliquer sur des données brutes. Le problème avec les données brutes est qu'on est obligé en fait, de les représenter sous forme de vecteurs qu'on appelle une empreinte sémantique. Les empreintes sémantiques, ce qui est intéressant avec les empreintes sémantiques, c'est le fait qu'en fait, ça nous permet de projeter des concepts dans un espace de vecteurs. Donc, supposons qu'on a des documents qui sont de la donnée brute, on ne peut pas juste les manipuler. Par exemple, si j'ai des strings, en réalité, c'est juste une séquence de bytes. Et ce que je vais faire, je vais prendre ces séquences de bytes et je vais essayer de les projeter dans un espace de vecteurs. De telle sorte que je peux manipuler ces vecteurs avec des opérations algébriques et ça va me permettre de manipuler également les concepts. Genre, je fais juste une rétropropagation et du coup, ça me permet donc de faire des déductions. Exemple, supposons que je veux faire ce qu'on appelle de la proximité sémantique. J'ai deux documents et je vais tester est-ce que ces deux documents appartiennent au même contexte. Donc, ce que je fais, c'est super simple. Je vais prendre les deux documents, je les encode, c'est-à-dire je les fais passer en fait dans mon modèle qu'on appelle embedding model. Donc, ça crée deux vecteurs U et V, et ensuite, je peux calculer ce qu'on appelle une distance entre les deux vecteurs. Du moment qu'en fait, j'ai projeté les concepts dans un espace de vecteurs, U et V, je peux calculer des distances, soit la distance euclidienne ou bien juste cosine similarity. Par exemple, là, avec cet angle, je peux vérifier est-ce que ces deux vecteurs, c'est la même ou bien ces deux vecteurs qui sont complètement différents, et ça me permet donc de faire des conclusions. Alors, au sein de notre équipe, on fait beaucoup de deep learning, donc on dit que semantic fingerprint is all you need. C'est une assertion qui est assez forte, dans le sens où pratiquement toutes les solutions qu'on développe au sein de West France, ce sont des solutions qui se basent soit implicitement ou explicitement sur des empreintes sémantiques. Et comme je l'ai dit, ce qui est intéressant avec les empreintes sémantiques est que ça nous permet de compresser la donnée, mais également de maximiser l'information sémantique. Donc c'est une manière de projeter les concepts dans un espace de vecteurs. Et du coup, on peut les utiliser pour résoudre énormément de problèmes. Le premier problème qu'on va essayer d'attaquer, c'est ce qu'on appelle la semantic segmentation. Donc, semantic segmentation, ça se définit de la manière suivante. Supposons qu'on a de la donnée brute, des centaines de millions de documents, mais il n'y a pas de metadata, c'est-à-dire qu'on n'a pas de connaissances sur ces données. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de construire des paquets de telle sorte que si j'ai des données qui sont dans le même paquet, en réalité, ces données appartiennent au même contexte sémantique. Et pour résoudre ce genre de choses, au sein de West France, donc, on a développé ce qu'on appelle un algorithme de segmentation sémantique. Son fonctionnement, il est assez simple. On prend un volume, donc des données brutes. Il n'y a pas de metadata, donc cela veut dire qu'on n'a pas de connaissance sur ces données. C'est juste en fait de la donnée brute. On prend ces données, on les fait passer dans ce qu'on appelle un module d'extraction d'empreintes sémantiques. Et ensuite, on stocke les empreintes sémantiques dans une base de vecteurs. Une fois qu'on a ça, on peut brancher un algorithme de clustering qui va nous permettre de construire des paquets. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est comme si on ajoute de l'ordre dans un espace où il y avait juste de la donnée brute. Par exemple, si je vous montre, supposons que je prends ce dataset. J'ai 8000 images et je n'ai pas de metadata. Oups. OK.
faut que je... OK. Alors, du coup, j'ai un dataset, j'ai 8000 images et je n'ai pas de metadata. Donc, je n'ai pas de connaissances sur ces données. Et ce que j'essaie de faire, c'est de construire des paquets de telle sorte que dans les paquets, je vais retrouver des images qui sont similaires. Et donc, on le fait comment? Et donc là, on a un petit code qu'on appelle Image Semantic Clustering. Ce code, il fait quoi? En fait, il load toutes les données, il calcule les empreintes sémantiques et ensuite on détecte ce qu'on appelle des communautés. Donc là, je vous montre les résultats des communautés. Cluster. Et voilà. Donc ça, en fait, c'est le résultat de l'application de la segmentation sémantique. Donc par exemple, là, on a construit des paquets. Si je prends le paquet 15, je vais prendre un autre paquet qui est beaucoup plus intéressant peut-être. Le paquet, disons, 10. Et voilà, donc en fait, j'ai de la donnée brute et maintenant je peux construire des paquets de telle sorte que dans les paquets, je vais trouver des images qui sont similaires. Je reviens sur... Non, tu fais slideshow. J'ai perdu ma présentation. On n'avait pas testé le double écran. Elle est où? Sorry. J'ai un petit bug sur ma présentation, désolé. C'est ça quand on bosse avec des machines de gamers. Relance, elle est là en fait. C'est ça? Je pense que tu l'as. Tu l'as quelque part. Ah non, tu l'as fermé. Il faut la rouvrir. Désolé, on prend juste 2 minutes pour se remettre en état de marche. C'était ça. OK. C'est bon? Tu l'as ou pas? C'était ça. Alors, attends. Ouais. Ouais, je pense. Je pense que la machine a La complètement machine bugué. a un peu planté. Bah sinon, si on débranchait pour rebrancher la sortie, on fait Ouais, on va essayer ça. De toute façon, dans des sports de pause. Vas-y, vas-y. Ouais. Voilà, je signale, je rebranche. Attends. On a un petit plantage machine, désolé. Don't save. Tu fais don't save. OK, c'est quand même faux. Ah oui, d'accord. En fait, il est là. Il est là. Tu vas pas switcher en démo. On fera démo à la fin. OK. Faut pas bouger trop de l'axe du truc ici là. D'accord. La caméra elle vous suit à peu près sur cette distance-là. Ok. Faut rester derrière le pupitre si vous voulez. Ok. Ah, c'était pas... Non, attends. On me dit si on peut rebrancher. C'était pas ça. Waouh. Ah non, c'est pas ça. J'ai dû un peu tripatouiller dessous. Vas-y, bah, ferme-le. Attendez plus, j'ai dû monter un peu. C'est pas facile, ça se En passe. fait, tu n'as pas... Non, c'est pas la bonne version. Donc, du coup, quand ça fait Mais on a perdu La retrouve là. brancher le câble, Retrouve là, tu l'avais où? non, c'est le truc. Je pense que lorsque tu as cliqué sur don't save, on l'a perdu. Ah oui. Là, on s'est dit qu'on a déjà viré ça pour éviter ce problème. Bon, écoute, je vais essayer de m'adapter, il n'y a pas de souci. Tu t'adaptes à ça, c'est pas grave. On reprend là. Ouais. C'est bon? Oui, c'est bon. T'as coupé ton micro peut-être? Non? T'as rien touché?
C'est bon? C'est bon? Du coup, on va continuer. Donc, comme je l'ai expliqué, en fait, les empreintes sémantiques, donc c'est juste en fait le fait de prendre de la donnée et de faire passer cette donnée dans une fonction qui va te permettre de calculer une empreinte. Et il faut qu'on fasse la différence entre le fait de calculer des empreintes cryptographiques et des empreintes sémantiques. Les empreintes cryptographiques, c'est comme du hash, c'est-à-dire que MD5 ou bien SHA-1. Ça, on sait le faire depuis des années. Mais par contre, les empreintes sémantiques, on les utilise depuis 2017. Ça a été publié par Google sur un article de recherche qu'on appelle les transformers et qui nous permet donc de calculer ce qu'on appelle une représentation vectorielle des données. Du coup, les empreintes sémantiques, elles sont très puissantes, mais par contre, il y a énormément de contraintes. Il y a ce qu'on appelle le context size limit. En réalité, lorsqu'on essaie de calculer une empreinte sémantique, on prend notre donnée qu'on fait passer dans une fonction. Le problème est que cette fonction, elle a une taille de contexte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, si j'ai un document qui est très long, l'empreinte sémantique est juste calculée sur les n premiers mots de mon document. Donc, si j'ai un document qui fait 10 000 mots, pratiquement l'empreinte sémantique, elle n'est pas représentative dans le sens où c'est juste calculé sur les 128 premiers mots. Et du coup, au sein de notre équipe, on a créé une heuristique qui se base sur des propriétés de la théorie des graphes, qu'on appelle en fait le Weighted Degree Centrality. Comment ça marche? On prend un texte, quelle que soit la modalité, que ce soit du PDF ou bien du MP3, on fait du texte extraction, et ensuite on divise ce texte en des chunks. Par contre, la taille des chunks, c'est pratiquement la taille du contexte. Donc c'est comme si en fait, ça nous permet de paralléliser notre calcul de l'empreinte. Et une fois qu'on a ça, on fait passer l'ensemble des chunks dans le module d'embedding, et ensuite, on construit un graphe. Alors, pourquoi on construit un graphe? Toute la contrainte ou bien toute la difficulté de calculer les empreintes pour de très longs documents, comme je l'ai dit, c'est le fait qu'il y a la taille du contexte. Et du coup, du moment qu'on a divisé le document en n chunks, on va calculer des représentations sémantiques de chacun de ces chunks, et ensuite on construit un graphe. À partir de ce graphe, on va calculer des scores d'influence de chaque nœud. Par contre, les nœuds, c'est juste les paragraphes. Et ensuite, ça va nous permettre donc de combiner le tout pour créer ce qu'on appelle une dernière représentation sémantique. Donc, il faut comprendre que cette technique, ça nous a permis au sein de Ouest France de faire passer nos moteurs de recherche de 63% en termes de précision jusqu'à 83% en termes de précision de recherche. Et donc, une des applications de ce que je viens de montrer, ce sont les moteurs de recherche sémantique. Le fonctionnement, il est assez simple. Ce qu'on fait est qu'on prend un corpus, donc de la donnée brute, qu'on fait passer dans un module d'embedding. Donc, on va calculer des représentations sémantiques, ce sont les points bleus que j'ai montrés. Et donc, on projette tout le volume sur un espace vectoriel. Ce qui est intéressant avec cette approche est qu'on peut prendre des requêtes en entrée qui sont exprimées en langage naturel. Donc, je peux dire, remonte-moi tous les documents qui ont été publiés en 1997 et qui traitaient un sujet X. Et rapidement, je vais encoder cette requête que je projette également dans un espace de vecteurs. Du moment que j'ai projeté ma requête dans cet espace de vecteurs, du coup, je peux calculer des distances en utilisant des algorithmes très simples, que ce soit la distance euclidienne ou bien la similarité de cosinus. Et donc, je peux remonter les documents qui sont pertinents par rapport à ma requête. Je te laisse continuer. Un des cas d'application de ça qu'on a mis en œuvre très concrètement chez nous, c'est par exemple un petit outil comme ça qui permet de faire de la recherche sémantique à la volée et instantanée. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a préparé et on alimente en continu une base vectorielle de tous nos contenus. D'accord? Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on sait calculer leurs empreintes sémantiques et du coup, on sait les mettre dans le même espace vectoriel et donc on sait les comparer entre eux. Et donc ça, il y a un cas d'usage très très simple et très utile pour nos journalistes typiquement. C'est là, on est dans le contexte de l'écriture d'un article, d'accord? Donc on est dans l'outil front du CMS qu'on utilise chez nous pour écrire des articles, que les journalistes utilisent pour écrire des articles. Donc là, admettons que je suis en train d'écrire, enfin pas moi, je suis pas journaliste. Le journaliste écrit un article sur le permis à 17 ans. Il va utiliser, là on avait packagé dans une première itération cette feature-là dans une petite extension Chrome pour essayer de tester rapidement la feature. Il va lancer cette petite extension Chrome qui va analyser le texte qu'il a tapé, calculer son empreinte sémantique et la comparer avec notre base. Et donc en fait on peut lui ramener des articles, des vidéos ou les podcasts qui sont en rapport avec son sujet. Mon micro marche plus. Il n'y a plus de pile. Il n'y a plus de pile. C'est vraiment... Ok, c'est la totale, désolé. Alors,
Donc en fait là on va lui ramener les articles qui sont en rapport avec son sujet à la volée. Donc au fur et à mesure qu'il tape son article, ça peut évoluer. Et en fait ça lui permet des choses très simples, ça lui permet de gagner du temps sur le fait d'embarquer potentiellement des petits encarts à lire aussi ou à voir aussi, qui sont très incités à mettre bien entendu dans leurs articles pour enrichir le sujet et puis faire du maillage également. Donc ça c'est une application très très simple et qui rend bien des services à nos journalistes. Alors une autre famille de traitements qu'on fait, qui est aussi finalement basée sur ces empreintes sémantiques, c'est la classification. Donc la classification c'est quoi ? C'est tout simplement de mettre mes petits points de données là que j'avais au départ, au lieu de sortir une valeur de prédiction comme tout à l'heure pour mon immobilier là. À ce coup-ci, je voudrais les rentrer dans des patates, donc ce qu'on appelle des classes. A, B, C sont des classes. Et là, mon réseau de neurones, sa sortie, c'est non plus un scalaire, mais finalement, il va sortir un vecteur avec des valeurs de probabilité d'appartenance à telle ou telle classe. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle la classification. Et nous, on s'en sert évidemment beaucoup, parce que quand on a des gros volumes de documents, on a besoin de les enrichir et de les associer à des classes. Ces classes, ça va être quoi ? Ça va être par exemple des taxonomies standards. Donc il y a une taxonomie dans les médias qui est relativement utilisée qui s'appelle IPTC. Dans la pub, il y a IAB, je pense que vous en connaissez quelques-unes. En fait, ce sont simplement des arborescences qui vont régir la façon dont on va nommer les thématiques des documents. Donc typiquement politique, culture, etc. D'accord ? Avec des sous-branches à chaque fois, économie. Donc ça va assez loin. Et donc c'est un format standard, donc ça nous permet potentiellement d'échanger ces informations-là avec d'autres, des agences par exemple. Mais on peut aussi définir des taxonomies custom, c'est-à-dire je peux faire mes propres classes. Les articles rigolos, les articles tristes, ou je sais pas, je peux imaginer tout ce que je veux. Du moment que je suis capable de fournir des exemples. Puisqu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner des modèles. Donc il faut leur fournir des exemples, ce qu'on appelle le corpus. Donc pour chaque classe, je dois fournir un certain nombre d'exemples qui sont représentatifs de la classe. Donc ça, ce sont les exemples positifs. On doit fournir aussi des exemples négatifs, c'est-à-dire des exemples qui n'appartiennent à aucune classe. Ça, c'est important pour enrichir le vocabulaire de mon modèle. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je peux builder un modèle que je vais ensuite utiliser pour prédire des classes pour un document inconnu. Donc, nous, ça, on l'utilise tellement qu'en fait, on a même poussé l'industrialisation de ces choses-là assez loin. On a fait finalement une usine à classifieurs où en fait, on a un outil qui nous permet de builder à peu près n'importe quel classifieur et relativement simplement de construire, de définir des classes, de construire mes corpus, de builder, de tester ce modèle et puis jusqu'à le déployer en prod et ça me donne des API que je peux ensuite utiliser pour prédire. Du coup, ce qu'on a vu, c'est que typiquement sur un article, voilà un exemple, là je peux le classer. On est capable de le classer selon la taxonomie IPTC. Donc là, j'ai pris un exemple de l'affaire récente des menhirs détruits à Carnac, qui est classé dans politique, aménagement du territoire, urbanisme, ce qui paraît pas déconnant. Alors on n'en a pas parlé, mais il se trouve qu'on extrait aussi les entités nommées. Les entités nommées sont les noms de lieux, les noms de sociétés, les noms de personnes. Donc là, on va extraire par exemple Carnac-Morbihan. Donc ça me donne un premier niveau de caractérisation de cet article. On sait que c'est un sujet d'urbanisme qui se passe à Carnac. Mais ça nous laisse un peu sur notre faim parce qu'en fait, on aimerait bien un peu plus de tags pour me dire que ça parle des menhirs détruits à Carnac. Et donc pour faire ça, grâce à nos fameuses empreintes sémantiques, on a construit un petit système qui somme toute assez simple finalement, et qui est plutôt sympathique, qu'on a appelé les topics. Donc c'est les sujets. Notre volonté, c'était d'être capable de découvrir et d'associer des étiquettes de sujets chauds d'actualité sur les articles.
qu'on n'aura pas prévu à l'avance. La veille de cette affaire, on n'était pas au courant qu'il allait avoir un label Menhir détruit à Carnac qui serait intéressant d'étiqueter sur cet article. Okay, donc mes classifieurs avec mes classes que j'avais prévues et bien préparées, là ils vont me servir à rien. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit système qui est décrit ici. En fait, on va capter en haut à gauche, là, on va capter les articles du jour. On va en faire deux choses avec. D'une part, bon, on va les encoder, les mettre dans notre base vecteur, normal. Mais d'autre part, on va un peu jouer avec le texte qui est dedans. Le titre, le chapeau, qu'est-ce qui est raconté là-dedans. Et on va essayer d'extraire des labels qui seront des bons candidats pour décrire cet article. Donc des groupes nominaux, des choses, voilà. Là, on a une petite sauce secrète là-dessus, donc je ne vais pas non plus tout expliquer, mais en gros, on extrait des labels. Et puis, qui seront des candidats, des topic candidates. On va les construire, on va leur associer un petit texte. Et ça aussi, on va les mettre dans la même base vecteur. Du coup, je me retrouve avec deux vecteurs, ou des vecteurs de topic, deux types de vecteurs, des vecteurs de topic, des vecteurs d'articles. Et je vais pouvoir m'amuser à chercher, comme on le voyait dans le graphe tout à l'heure, lesquels sont proches les uns des autres. Et du coup, ça donne ça. Donc ça, c'est une photo à un instant T. Donc ce truc-là, il tourne en continu. Et puis, le jour de cette affaire-là, on avait un nuage de mots, donc qui sont nos fameux topics là, qu'on a extraits. Et typiquement, j'ai mon Menhir détruit à Carnac qui apparaît là. Et ce qui est sympa, c'est que je peux aller voir les articles qui sont proches de ce topic sémantiquement. Donc ça me permet de créer dynamiquement une classification sur des sujets chauds et de tirer sur ce fil pour aller trouver tous les articles qui parlent de ce sujet ou tous les contenus qui sont associables à ce sujet. Donc je peux rajouter une étiquette Menhir détruit à Carnac que je trouve vachement plus sympa pour décrire cet article. On va jouer avec le feu, on va essayer de passer sur les démos. Ouais. Tac. Alors, du coup, la première chose que je vais montrer comme démo, ça va être ce qu'on appelle des moteurs de recherche sémantique. Et comme je l'ai expliqué, les moteurs de recherche sémantique, ça permet de prendre de la donnée brute et ensuite de créer un moteur de recherche. Donc, on peut donner des requêtes en langage naturel. Ça ne va pas être du SQL, ça va être vraiment des requêtes en langage naturel. Et le but, c'est de remonter des documents qui sont pertinents. Alors, donc, indexing. Du coup, pour ceux qui sont intéressés un peu pour le code, il est juste là. Moi, je ne vois pas bien. Tac. Alors, le code, il est assez simple pour tout ce qui est calcul de moteur de recherche. Ce qu'on fait est que... Alors, ça se base sur ce qu'on appelle un système de scoring. Donc, comme on l'a dit, on va extraire l'ensemble des empreintes sémantiques. Et ensuite, lorsqu'on a une requête en entrée, parce que, en fait, au début, j'avais dit que les empreintes sémantiques, ça servait à projeter des concepts dans des espaces de vecteurs. Et ce qu'on fait, par exemple, si j'ai une requête en entrée, juste là, cette requête en entrée, elle est définie par fingerprint. Et ensuite, j'ai fingerprint matrix. Donc, fingerprint matrix, c'est ma matrice de l'ensemble des empreintes sémantiques qui ont été calculées à partir de mon corpus. Et ce qu'on fait, c'est super simple. On calcule juste un score qu'on appelle le dot product, fingerprint dot product avec fingerprint matrix. Et ensuite, je vais faire ce qu'on appelle un scaling du score, puis je remonte ces scores. Une fois que j'ai ces scores, la deuxième chose que je vais faire, c'est juste, je trouve en fait les candidats, ce qu'on appelle top K. C'est un algorithme super simple, les cas plus proches voisins, et ça me permet donc de remonter des documents qui sont pertinents. Et donc, on va essayer de lancer cette démo. Image indexing, tac. Alors, je pense qu'on peut faire comme ça. Actuellement, la démo elle a été dockerisée et le système est super simple. Donc, on va juste se plugger sur ce qu'on appelle le workspace. Le workspace, c'est là où j'ai mes données brutes. Et ensuite, je vais lancer un certain nombre de workers qui vont me permettre de calculer l'ensemble de ces empreintes sémantiques. Puis, je lance un serveur Fast API. Donc, si je fais... Voilà, donc là, j'ai mon serveur qui est up. C'est assez compliqué de manipuler le truc comme ça, mais bon.
Donc, je peux aller en mode localhost / docs. Et voilà. Donc, on a mis deux endpoints. Un endpoint en mode langage search qui permet de rechercher des documents en utilisant du langage naturel et un endpoint en mode image search qui permet donc de rechercher en utilisant des images en entrée. Donc, ce qui est intéressant avec les empreintes sémantiques, c'est ce qu'on appelle le caractère multimodal. On peut les utiliser aussi bien pour du texte que des images. Donc, supposons ici, si je passe en mode langage search, là, ça va être compliqué de l'utiliser comme ça. Donc, je peux faire un try qui me permet donc de tester notre API. Qu'est-ce que je fais? En termes de paramètres, j'ai le nombre de neighbors, c'est-à-dire le nombre de documents que je vais remonter, et je donne juste en entrée, disons, une requête. Donc, j'exécute la requête, ça me remonte des réponses. Et voilà. Et du coup, ça, c'est le schéma que je vais montrer. C'est le fait qu'on a vectorisé tout le corpus qu'on a projeté dans un espace de vecteurs, et ensuite, on peut prendre une requête en entrée qu'on va vectoriser également, on va projeter cette requête, on va calculer juste des distances. Donc, supposons que alors, je vais changer la requête. Donc, on va dire. Alors, ce qui est important de préciser, c'est qu'en fait, là, on a une base d'images là de test pour la démo là, qui est en fait une base d'images non annotée, quoi. Où il y a juste les photos brutes, quoi. Et c'est ça qui est intéressant avec les empreintes sémantiques, c'est le fait qu'il n'y a pas de metadata, on n'a aucune connaissance de nos données, donc il n'y a pas de requête SQL, il n'y a rien du tout. Ce qu'on fait, c'est juste on calcule l'ensemble des empreintes sémantiques de l'ensemble de ces images qu'on stocke dans une base de vecteurs, et ensuite on peut requêter ces images en langage naturel et on retrouve les vraies images. Donc actuellement ça, c'est mis en prod au sein de West France, sauf que c'est beaucoup plus complexe parce qu'on a plus de 15 millions d'images, et donc on a des contraintes aussi bien d'un point de vue consistance sémantique, mais également de vitesse de la requête. Et là, on utilise des approches qui sont beaucoup plus poussées, qui se basent souvent sur de la théorie des graphes, et qui nous permettent donc de requêter plus de 15 millions d'images en même pas, disons, de l'ordre du milliseconde. Et du coup, je vais montrer une autre démo. Donc ça, c'était le sujet de la segmentation sémantique. Comme je l'avais dit, le principe de la segmentation sémantique, c'est j'ai de la donnée brute, je n'ai pas de connaissance de ces données brutes, il n'y a pas de metadata. Et en fait, c'est ça le challenge. Par exemple, West France, on a 50 millions d'images. Pratiquement, il y a plus de 10 millions d'images où il n'y a pas de metadata. Et le but, c'est comment on peut extraire de la connaissance à partir de ces images. Et par exemple, là, cette approche, c'est la même chose. On se plug sur un volume où il y a énormément d'images. Donc là, il n'y en a que 8000. On calcule l'ensemble des embeddings, des empreintes, donc c'est 512. Ça nous fait juste une matrice de taille 8000 images, 512, de dimension 512. Et ensuite, on lance un algorithme de détection de communautés. En fait, on construit un graphe et on essaie de trouver ce qu'on appelle des communautés de détection. Et ensuite, on va construire des clusters. Et là, on est en train de générer les clusters. Donc, les clusters, ce sont des paquets. Et dans chaque paquet, je vais trouver des images qui ont le même contexte. Donc là, je vais en générer, je pense, 180 et quelques. Voilà, 180, alors que j'ai 8000 images. Donc, je pars de 8000 images où je n'ai pas de metadata, et je génère 180 paquets dans lesquels je vais trouver des images qui sont similaires. Et c'est ça, je l'avais montré. Donc, c'était... OK. Donc, l'autre démo que je vais montrer, c'est ce qu'on appelle le fait de calculer des distances, la proximité sémantique, le fait d'avoir en fait deux documents et d'essayer de calculer la distance entre ces deux documents. Ça, c'est la démo embedding qui est juste là. T'es où ma souris? Je ne vois pas. Incroyable. Alors, cette démo, elle est super simple. Donc, supposons que j'ai deux phrases. La première phrase où je dis juste « je suis assez content parce que je vais rentrer à Paris », et la deuxième phrase où on dit que la guerre en Ukraine est une vraie tragédie. Et le but, c'est est-ce qu'on peut calculer une distance sémantique entre ces deux phrases? En fait, je ne peux pas utiliser des approches classiques. Par exemple, je ne peux pas juste prendre deux strings et j'utilise des opérations de comparaison, ça ne va pas marcher parce que c'est juste des séquences de bytes. Et là, le but, c'est quoi? Le but, c'est de calculer les empreintes sémantiques et ensuite de calculer des distances. Par exemple, là, il me dit le score est un score de 4%. Et donc,
Si je dis que le Big Bang, notre univers est pratiquement le produit du Big Bang, et le Big Bang est une explosion qui a eu lieu, je pense qu'il y a 13 milliards d'années, et là, pratiquement, c'est deux sentences qui sont dans le même contexte. Donc, je dois avoir un score qui est supérieur au moins à 50%. Donc là, on est à 65%. Donc, c'est cette approche de distance sémantique qui nous permet non seulement de résoudre le problème de la recherche sémantique, mais également qui nous permet de résoudre le problème de la segmentation sémantique que j'ai montré. Donc, la dernière chose que je vais montrer est que une des contraintes qu'on a au sein de Ouest France est que des fois, on utilise des documents, c'est des PDF, mais ce sont des PDF qui ont été publiés, disons, il y a 40 ans, et du coup, on ne peut pas faire de l'extraction de texte et on ne peut pas calculer des empreintes sémantiques. Là, c'est tout un challenge. Et ce qu'on fait est qu'on a développé une approche du nom de sémantique OCR, que je vais montrer. Alors, le principe du sémantique OCR, c'est le suivant. Donc, supposons, là, j'ai un document. Je vois très mal. OK, supposons que je fais un ffplay, page, underscore, jazz. Et je vous montre la page. Voilà. On a cette page. Le problème est que comment on peut calculer l'empreinte sémantique de cette page? La première chose qu'on peut faire, c'est d'extraire le texte. Sauf que extraire le texte également, c'est tout un challenge. Du coup, on ne peut pas utiliser des outils de Linux en mode PDF to text, ça ne va pas marcher. Donc, ce qu'on fait est que on a développé une approche. C'est horrible cette démo. Si je fais en Python en try-point, ce que je fais est que je vais prendre ce document qui a été publié, je ne sais pas, il y a 30 ans, et ensuite, on détecte un ensemble de box, on va appliquer notre technique d'OCR sur ces box, puis on construit un autre schéma, si je fais ffplay stack, à la fin, c'est ça qu'on a. Ce qui est intéressant est que dans ce document, il y a une notion de spatialité de la donnée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste faire extraire le texte de manière séquentielle, on est obligé de détecter le texte sous forme de blocs. Et une fois qu'on a détecté le texte sous forme de blocs, on va extraire ces blocs, et pour chacun de ces blocs, on va calculer l'empreinte sémantique. À la fin, on agrège cette empreinte sémantique. Donc c'est comme ça en fait qu'on arrive à calculer des empreintes sémantiques pour des documents qui ont été publiés il y a 30 ans. Et tout en contournant en fait cette contrainte qui est le fait que là, on n'a pas une logique séquentielle du texte. Donc on ne peut pas faire juste du PDF to texte et calculer une empreinte sémantique. Ok. On va essayer de se dépêcher un peu parce qu'on a perdu du temps avec nos petits soucis techniques. Alors, du coup, les cas d'usage, nous, autour de tous ces modèles qu'on développe, il y en a beaucoup. Mais si je me focus sur notre cœur de métier, qui est finalement le traitement de la production et le traitement de l'information, déjà rien que là, il y a pas mal de choses. En général, quand on traite une info, ça commence par la recherche documentaire. Et donc, dans ce domaine-là, il y a énormément de choses qu'on peut apporter pour filtrer les contenus, on l'a vu, pour faire des recherches sémantiques, pour les topics, donc les sujets chauds et les tendances, filtrer par entité. On peut aussi générer des questions-réponses, c'est-à-dire associer, inférer d'un article les questions auxquelles cet article répond et donc permettre de faire des moteurs de recherche questions-réponses. La transcription, ça tout le monde connaît. Et grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on fournit, ça va aider à trouver d'une part, et puis découvrir. Donc découvrir, trouver, c'est je cherche, je trouve, et puis découvrir, c'est je cherche pas, mais je trouve quand même, en gros. Ensuite, à l'étape de production du contenu en lui-même, comme on a vu tout à l'heure, au moment où je rédige mon article, par exemple, ce qu'on va pouvoir amener, c'est de la suggestion de contenu, des contenus connexes, suggérer des tags, puisque les journalistes vont taguer leur contenu, donc on peut les aider dans cette tâche-là. Suggérer des photos, on a vu, on peut associer des photos à des textes. Il y a tout ce qui va concerner la déclinaison de format. Donc la déclinaison de format, c'est la capacité à partir d'une version d'un article, en suggérer d'autres versions, des versions plus compressées, des versions pour les réseaux sociaux, etc. Adapter un titre,
par exemple, parce que des titres, il faut en faire plusieurs, des longs, des courts, des moyens. Bref, en gros, là, ce qu'on fait, c'est que ce qu'on apporte comme valeur, c'est de faire gagner du temps lors de la production de l'info. Puis enfin, une fois que l'info est diffusée, qu'elle va être sur notre site, typiquement, là aussi, on peut aider, on peut fournir, on a vu avec la classification, faire du rubricage automatisé, on peut fournir de la reco, content-centrique, hein, là, c'est de là qu'on parle, c'est ça qu'on parle aujourd'hui, parce que la reco, c'est tout un domaine. Nous, on ne traite pas les données comportementales, on traite le contenu, donc en fait, on peut faire de la reco basée sur le contenu, on peut fournir des filtres avancés pour nos utilisateurs au niveau du moteur de recherche, etc. Donc là, en fait, cette valeur-là, finalement, c'est de rendre visible le contenu, le mailler, etc. Alors évidemment, il y a un warning important, hein, c'est que tous ces traitements-là, nous, on fournit des outils hein, qui sont des aides, qui sont là à côté et qui sont bien évidemment soumis à la validation d'un être humain qui porte l'expertise et la compétence sur son domaine, que ce soit les documentalistes, que ce soit les journalistes pour produire du contenu. Nous, on ne va pas produire du contenu publié sur le site. Alors tous ces modèles, on a depuis, nous ça fait un paquet d'années en fait hein, qu'on travaille sur ces sujets-là. On a entamé un virage il y a à peu près 1 an et demi de productification de ces algos qu'on a appelé plateforme valorisation. Hein, c'est pas très original, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ça existe. Et en fait, on s'attache à fournir en interne à tous nos métiers et à tout le groupe ces services-là sous forme de bouquet de services, donc concrètement de bouquet d'API. Alors récemment, on a rajouté une étape d'interface. Vous avez mis quelques screenshots tout à l'heure pour la classification. Mais ce qui est vraiment cœur, c'est le bouquet d'API qu'on met à disposition et qui nous permet de capitaliser ces fonctionnalités-là pour plein d'usages et de les rendre disponibles pour plein d'usages et plein d'intégrations possibles dans les différents métiers du groupe. Donc tous nos modèles d'IA, on les met sur étagère et évidemment, on ne s'interdit pas finalement à terme, quand on aura atteint une certaine maturité là-dedans, de rendre cette plateforme disponible aussi à d'autres acteurs de la filière, typiquement. Voilà, on arrive sur la fin. Alors, il y a plein d'autres sujets dont on aurait pu parler, mais qu'on n'a pas pu évoquer. On n'avait pas envie non plus de vous faire le catalogue de services complet, ça aurait été un petit peu laborieux. Mais si vous voulez qu'on en parle ensemble après, typiquement lors du déjeuner, on est dispo. L'entity linking, on l'a évoqué, mais on n'a pas détaillé. On fait du speech to text. On a tout un travail sur l'ingénierie de la connaissance. Donc, pour ceux à qui ça parle, les bases RDF et le Sparkle, les joies du Sparkle. S'il y en a qui sont déjà coltinés des requêtes Sparkle, on peut venir pleurer ensemble sur nos épaules respectives. Mais c'est un sujet vraiment passionnant. Et puis en ce moment, alors évidemment, j'avais dit qu'on ne parlerait pas de ChatGPT, mais évidemment qu'on travaille sur les LLM aussi. On est en train de fine-tuner en ce moment un LLM avec nos contenus pour notamment des cas d'usage autour des résumés et de la génération de titres, par exemple, comme je disais, sur le fait d'adapter des titres. On a déjà des choses aujourd'hui, mais là, évidemment, il y a quand même une marche qualitative qui s'opère grâce au LLM, et donc on va pas la rater. En tout cas, si vous voulez parler de tous ces sujets, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci. On recrute en ce moment dans notre équipe là, donc si vous connaissez des data scientists intéressés par la sémantique, venez nous voir au stand Ouest France. Désolé pour les petits aléas techniques, on avait oublié de tester le double écran. J'espère que ça vous a plu quand même, et merci à vous pour votre attention. Et il nous reste 4 minutes pour d'éventuelles questions. Bonjour. Non. Allô? Non. Ça marche? Pas grave, vas-y, je répéterai. Pour la captation, c'est bon.
Ouais. Ma question, c'est plus au niveau des. Merci pour la présentation, déjà. Et ma question, c'est au niveau de la taille de document, par exemple. Quand on va faire une recherche sur un thème précis, à quel point les mots qu'on va rentrer vont être priorisés par rapport à un article récent? Oui, bonne question. Alors, la question porte sur la prise en compte de la date quand on fait des recherches, entre la concurrence entre le matching sémantique et puis avoir de la fraîcheur dans les documents qui sont remontés. C'est ça l'idée? Oui, bah c'est très bonne question. Effectivement, la recherche sémantique fait pas tout. Quand tu cherches sur, effectivement, nous on a plus de 120 ans d'histoire d'archives de journal. Donc le fait que ce soit pertinent sémantiquement ne fait pas toujours tout, ça dépend des cas d'usage. Donc il y a une problématique de ranking, effectivement, dans ce qu'on va remonter. En général, ce qu'on fait, c'est que on fait un mix entre la pertinence sémantique et le ranking. Typiquement, on va aller chercher 100 documents qui sont les plus pertinents sémantiquement, puis on va les trier par date, desk, voilà, tout bêtement. Parce que c'est vrai que l'info, c'est souvent du chaud et on a plutôt envie de linker un article récent qu'un article d'il y a 20 ans. Mais ça dépend des cas d'usage, parce qu'on a aussi des dossiers rétro, tu sais, on va chercher des articles un peu historiques. Et là, presque à l'inverse, plus ils sont vieux, plus ça va être intéressant de les remonter. Donc ça, c'est de l'applicatif, en fait. Oui. L'impact que vous avez en termes de puissance derrière le calcul pour faire cet enrichissement, je sais que c'est moi qui l'ai là, mais quand même, c'est quand même assez conséquent. Oui. Alors c'est le fait de traiter du fil de l'eau, typiquement, d'analyser nos contenus en permanence. Oui, bah on a des infras pour ça. On a en fait on a mis en place dans notre service justement, alors c'est pas nous directement, mais on a mis en place ce qu'on appelle la banque de contenu chez nous, c'est-à-dire c'est le référentiel des contenus éditoriaux qui porte justement ce qu'on voyait, le screenshot avec les 40 millions, etc. Là. Et donc c'est une grosse infra, hein, et c'est basé sur une architecture microservice avec de l'événementiel. Donc en fait nous on se branche, on peut développer des agents en fait qui vont se brancher sur le cycle de vie de la publication des contenus, et ces agents-là font leur boulot. Donc nous en fait on a des agents d'analyse qui vont en fait intercepter typiquement lors de la création, la publication d'un article, intercepter l'article, l'analyser et rajouter des métadonnées dessus. Et on se dimensionne correctement. Après, les modèles, en fait, ils sont lourds à générer, mais ils sont pas spécialement lourds à utiliser ensuite, en fait. Donc, on n'a pas tant que ça de problème de perf sur le fil de l'eau. Ça dépend. Merci. On m'entend ou pas? Non, on a fini. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.